Donc, salut Rock, merci beaucoup d'être au podcast avec nous aujourd'hui. Rock, la première question que je pose à nos invités quand on fait des podcasts, en fait, c'est premièrement me parler de toi, qui est Rock, nous parler de Triode, nous parler qu'est-ce que vous faites chez Triode. OK. D'abord, salut Nicolas, enchanté. Déjà, Rock, sans faire une longue histoire, là, mais j'ai un parcours un peu atypique. Là. Moi, j'ai fait éducation spécialisée, j'ai fait un cours technique meubles et bois-ouvriers qui n'existe plus, production de meubles en série. Puis après ça, j'ai fait génie, production automatisée à l'ETS. Je ne ferai pas tout mon CV, mais j'ai fait, entre autres, là, peut-être, ça vaut la peine de le mentionner, là, j'ai été 10 ans en Europe, où je travaillais à l'international. Puis il y a peut-être 4 ans, mais c'est ma 5e année, là, j'ai décidé de rentrer au Québec pour différentes raisons. Puis là, c'est là que j'ai joint l'équipe de Triode. J'ai commencé chez Triode comme gestionnaire de projet. Et puis, c'est un peu ça mon parcours en très peu de temps. Okay. Après, ce que Triode fait, donc Triode, évidemment, on fait de la gestion de projet. J'ai commencé là-bas comme gestionnaire de projet, mais ce n'est pas tout ce qu'on fait. On fait en fait 3 volets d'activité, si on peut dire. Il y a tout ce qui est le cycle de développement de produits. C'est quoi le développement de produits? C'est aider les entreprises à développer les bons produits. Peut-être un exemple de mandat. En ce moment, ce qui se passe avec transformation, là, les véhicules électriques, etc. Il y a des compagnies qui peuvent nous approcher ou qui nous approchent, en fait, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent se positionner par rapport à ce marché-là, comment les produits qu'ils peuvent développer, lesquels qu'ils devraient prioriser, études de marché, ce genre de choses-là. Le deuxième volet, c'est le volet gestion de projet. Gestion de projet, il y a tout le volet coaché sur comment structurer la gestion de projet, mais il y a aussi un volet impartition. On garde beaucoup les mains dedans. En tout cas, on a des gens qui sont chez des clients qui participent activement. Ce n'est pas juste du conseil, mais c'est aussi participer activement là, à la réalisation des projets. Puis le dernier volet, c'est tout ce qui est implanter là, des transformations stratégiques ou implanter des visions stratégiques. Donc, c'est prendre une entreprise qui veut modifier ses façons de faire, améliorer ses façons de faire en fonction des objectifs de l'entreprise, puis les amener jusque-là. Fait que là, on combine un peu le conseil avec le volet gestion de projet pour assurer d'accompagner les clients jusqu'à la transformation ou l'implantation de la solution ou des visions qu'ils ont, etc. OK. C'est un peu ça les 3 grands volets de Triode. OK. Puis je trouve ça pertinent. Je pense qu'on n'a passé pas assez de temps sur le fait que tu avais travaillé à l'international, je pense, dans la région de Paris. Mais tu implantais des solutions logicielles dans des entreprises manufacturières. Oui. Ça, j'imagine que quand tu implantes des solutions logicielles dans des entreprises manufacturières, c'est vivre le changement au quotidien parce que tu accompagnes tes clients dans des projets de transformation. Est-ce que tu penses que cette expérience-là a été bénéfique pour ta carrière aujourd'hui avec Triode? J'imagine que la réponse est oui, mais... Tout à fait. Moi, je vivais à Paris. J'étais basé à Paris puisque mon directeur était, mon directeur était à Paris. Mais en fait, j'ai très peu travaillé en France. Là. Je travaillais plus à l'international. C'est un réseau de distribution qui était partout en Europe, Asie, Moyen-Orient. Puis effectivement, on rentrait des logiciels pour beaucoup automatiser les façons de faire dans des usines qui fabriquaient principalement des meubles, armoires de cuisine, mais ça peut aller aussi à ce qu'on appelle d'agencement en France. Là. Fait que toutes les closettes sur mesure, pardon l'anglicisme, mais en Europe, il n'y a pas grand-chose de carré, fait que c'est bien d'avoir du sur-mesure. C'était assez populaire comme technologie. Puis beaucoup de résistance au changement. Beaucoup de gens qui ont peur quand ce type de logiciel-là rentre en entreprise, qui vont perdre leur boulot. Les gens sont habitués d'une façon de faire, fait que là, tout vient se transformer, fait énormément. Puis tout ça avec le contraste de culture aussi. Quand on est rentré des logiciels comme ça en Chine, la gestion du changement était considérable. Même chose en Inde ou dans des pays comme la Slovaquie ou la République tchèque, Portugal, ça allait. Turquie aussi, ça peut être assez costaud comme gestion du changement. Oui, c'est très bénéfique là, parce que tu as tout le côté. C'est beaucoup une aventure humaine, en fait, là, cette histoire-là. Il y a le technologique, mais c'est rarement là que ça blesse. C'est plutôt dans la communication, comprendre les gens, comprendre les besoins, rester à l'écoute, bien expliquer. Des fois un peu convaincre aussi, ça fait partie d'eux. Oui. Démontrer que c'est viable, démontrer qu'il y a un gain. Mais oui, très, 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 très formateur. Puis je trouve ça intéressant, puis on se permet dans le podcast, c'est sûr, de divaguer un petit peu. Tu as fait des implémentations dans plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs manières de penser. Est-ce
est-ce que tu vois une différence? En fait, j'avais demandé entre les pays d'Europe, le Québec, mais en fait, peut-être je vais tourner ma question. C'était quel pays où ce que tu as eu à faire une implémentation, que tu as eu le plus de résistance au changement, où les projets étaient les plus compliqués à mener à terme ou à faire adopter au sein des organisations? Puis c'est une question assez peut-être politique, là, mais. C'est une sacrée bonne question. Je te dirais, je dirais pas qu'il y a un pays qui est plus compliqué que d'autres. Oui, non, il y a des pays, la Chine, ça a été particulier. Pas nécessairement à cause de la mentalité chinoise, mais ça a demandé quand même un certain ajustement. Mais ils font pas les choses de la même façon. Ils ne voulaient pas utiliser le logiciel de la même façon. J'ai vu des machines là-bas qui n'existaient pas ailleurs dans le monde. Fait que ça a demandé des gros défis. La langue est l'absence d'anglais, ou en tout cas très peu d'anglais, ça représentait énormément de défis de communication. Fait que la Chine, c'était quelque chose. Sinon, après, dans les pays d'Europe de l'Est aussi, des méthodes de travail qui sont différentes des nôtres. Fait que là, c'était un peu un challenge, mais en même temps, c'était des gens qui étaient hyper travaillants. Fait que, je veux dire, il y a tout le temps deux côtés de médaille. Fait que si une fois que tu as compris ça, ben oui, il y a des choses qui étaient différentes, mais il y a des choses qui faisaient moins bien, on va se dire les vraies choses. Là. Il y a des choses qui faisaient moins bien, mais il y a des choses qui faisaient bien. Fait que quand tu comprends ça, puis tu t'en sers comme il faut, comme intégrateur ou comme conseiller, on arrivait pas mal souvent à nos fins. Il n'y a pas eu beaucoup de cas où c'est qu'on a vécu des gros échecs, là. Malgré les différences culturelles, ça se passait quand même bien. J'ai bâti des belles relations dans ces 10 ans de ma vie, ça. Oui, mais j'imagine, hein? Il n'y a pas, j'ai pas vraiment de pays où j'ai des mauvais souvenirs d'intégration ou de résistance au changement qui étaient particulièrement difficiles. La nature humaine est quand même beaucoup plus proche d'un pays à l'autre qu'on peut le penser. Là. Moi, je disais, quand les gens me demandent les différences culturelles, pour l'avoir beaucoup vécu, il y a beaucoup plus de différences entre deux individus qu'il peut y en avoir en deux peuples. Oui. C'est ma vision. Là. Je ne suis pas un expert là-dedans, là, à part de mon vécu personnel, mais c'est quand même ça que moi, je retiens de mon expérience. Fait que tu as une place où aller en vacances un peu partout dans le monde. J'ai beaucoup de place à aller en vacances. Mais en général, quand je vais en vacances, je vais à des endroits où je n'allais pas pour le travail, sinon. Ouais, non, c'est ça. Fait que, il y a encore beaucoup de places que je n'ai pas vues. OK. Puis, j'irais faire du pouce. Peux-tu m'expliquer, dans le fond, parce qu'on parle beaucoup de projets de transformation ou d'implémentation, comme tu les appelles, puis ce n'est pas nécessairement des projets de transformation numérique. Non. Tu as fait un petit topo au départ, un projet de transformation. Peux-tu me décrire c'est quoi dans tes mots? En fait, là, c'est souvent, nous, ce qu'on a remarqué sur le marché, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui sont des différents experts donc, vous avez votre entreprise, puis là, vous avez des réunions stratégiques avec le comité de direction. Fait qu'on se dit, bon, on veut s'en aller en telle direction. Fait que pour ça, il faut améliorer notre capacité. Il faut rentrer peut-être, faut peut-être faire un virage numérique, mais peut-être c'est pas ça. Peut-être c'est redéfinir les rôles et responsabilités, rediviser, améliorer les pratiques de travail, développer des nouveaux processus. Fait que toutes ces choses-là que vous voulez faire en entreprise pour supporter la vision stratégique de l'entreprise, bien, c'est un changement, c'est une implémentation d'un projet, mais il y a une grosse différence entre ce type de projet-là, qui est très stratégique, très orienté vers le comité de direction, une vision entreprise, que des projets opérations. Fait que des projets opérations, c'est votre quotidien, c'est des projets qui permettent d'avoir des revenus. Là. Si vous fabriquez, je ne sais pas, des camions de pompiers sur mesure, bien, chaque camion de pompier peut être géré comme un projet, mais c'est votre gagne-pain, vous savez faire. La journée que vous devez rentrer un ERP dans l'entreprise, là, ce n'est pas la même game. Vous avez des gestionnaires de projet, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent comment prendre ça ou redéfinir les rôles et responsabilités. Bien, comment est-ce qu'on l'implique? Comment est-ce qu'on optimise tout ça? C'est un savoir-faire qui est différent, qui est souvent unique. Ça dure le temps de faire le projet, puis après ça, ben. C'est ça. C'est là, nous, quand on parle d'implanter des visions stratégiques ou des transformations stratégiques, c'est à ça qu'on fait référence. Le virage numérique en fait partie, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui souvent, les technologies sont déjà en place chez les clients.
Puis c'est de bien les utiliser, en fait. Puis les choix sont faits par la direction, mais pour que l'équipe s'intègre là-dedans, puis qu'ils l'acceptent, puis qu'ils développent leur propre bonne pratique, qu'ils développent leur autonomie, parce que c'est bien beau quand un consultant est là, mais il faut que ça continue à fonctionner quand le consultant il part. Donc ça, c'est ça, quand on parle d'implanter des changements stratégiques, c'est à ça qu'on fait référence. Oui, je trouve ça intéressant parce que comparativement à d'autres firmes qui vont vraiment faire des projets de transformation numérique, fait qu'accompagner l'entreprise dans l'intégration d'un système ERP, vous, chez Triad, vous êtes vraiment axé sur le côté humain. Fait que s'assurer que les gens comprennent les changements, adoptent les changements, puis qu'à la fin de la journée, un projet de transformation numérique, un projet de changement organisationnel, une réorganisation des rôles et responsabilités, et que les gens soient satisfaits, mais en fait, comprennent l'intégration, comprennent les changements, puis qu'il y a du buy-in, si on veut, Oui. dans la solution qui est proposée, puis le projet qui est proposé par l'organisation. Puis on s'entend, c'est le point névralgique dans tout projet de transformation, c'est l'être humain qui est au centre de ces projets-là. Oui. Donc, c'est assez intéressant ce que vous faites. En fait, la place que vous avez chez Triad. Puis, j'aimerais ça que tu me parles d'un projet typique que vous faites, ou des exemples, un cas concret, parce que c'est sûr que nous, les gens qui nous écoutent aiment ça savoir comment ça peut s'appliquer. Puis, bien entendu, sans nécessairement nommer de nom, juste nous dire un projet que vous avez fait récemment là, qui a porté fruit. Oui, les projets typiques, en fait, là, c'est assez varié. Fait que il y a 3 secteurs d'activité où est-ce que Triad est plus actif. On va le commencer comme ça. Là. Fait que dans tout ce qui est développement de produits, puis le volet impartition de la gestion de projet, on travaille beaucoup dans les transports, on a beaucoup d'expertise là-dedans. On a des expertises dans les parcs technologiques. Puis on a de l'expertise aussi dans la défense. Donc, je ne peux pas en parler en détail des mandats en défense parce que c'est confidentiel. 2, parce que... Voyons donc, Roch, on est en train de moi, là. Oui, c'est ça. Moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise, la défense. Fait que je ne me lancerai pas dans des exemples. Maintenant, c'est ça. Fait que ça, c'est les domaines forts qu'on a. Après, quand c'est le temps de parler d'implantation de vision, là, on peut scoper beaucoup plus large parce qu'en réalité, ça peut toucher n'importe quel type d'activité. Notre rôle, nous, c'est d'accompagner, guider, structurer le changement avec les équipes. L'expertise technique, c'est les gens qui l'apportent. Donc, c'est plus de s'assurer de suivre les bonnes étapes puis aller chercher le feedback de chaque personne, de prendre ça, de mettre ça en perspective, de faire des visions synthèses, de pouvoir orienter, poser les bonnes questions, mais les réponses, ce n'est pas nous qui les apportons. On n'arrive pas, nous, pour dire voici comment est-ce que vous devriez faire les choses. C'est quoi les enjeux, puis amener les gens dans des réflexions, mais ça fonctionne beaucoup plus, même si des fois on a une idée, là, pour être parfaitement honnête, des fois on a une idée de comment ça devrait fonctionner. Quand ça vient de les équipes en place, c'est beaucoup plus efficace parce que ça perdure dans le temps, en fait. Donc, c'est une bonne chose comme en relation. Moi, si le changement ne vient pas de moi-même, c'est difficile d'apporter un changement, même si tu te le fais dire par ta conjointe, ton conjoint, c'est toujours plus facile quand c'est la personne qui le réalise. Fait qu'en posant les bonnes questions. C'est encore plus dur quand ça vient du conjoint, je pense. Non, effectivement. Et là, on dérape complètement, on est hors professionnel. Oui, mais j'aurais aimé ça t'aider avec cette gestion de changement-là de mon côté. Oui, tu parles de ça, c'est drôle. J'ai lu un livre sur la négociation qui s'appelle, je ne suis pas sûr qu'il a été traduit, qui s'appelle Getting More. C'est tout sur la négociation. Évidemment, c'est orienté vers les ventes. Mais dans le livre, le gars, quand il explique ça, il dit c'est des concepts que tu peux utiliser avec tes amis, dans tes relations de tous les jours, puis tes relations de couple, les concepts qu'il apportait, puis il faisait des parallèles parce qu'au final, c'est des relations humaines. C'est comprendre l'autre, être à l'écoute, exprimer ses besoins, trouver des terrains d'entente. Fait que ça revient à ce qu'on disait, c'est une aventure humaine, tout ça. Là, fait que, oui, puis comme vos projets de transformation, de transition, d'implémentation de nouvelles pratiques d'affaires, si on veut. Oui. Fait que c'est vraiment les gens qui sont au centre, puis d'amener les gens à adopter ou en fait demander leur avis, poser des questions, s'assurer qu'ils comprennent les changements. Je réalise que je n'ai pas répondu à ta question. Je n'ai pas donné d'exemple de mandat encore.
Non, puis j'avais une contre-question qui pourrait être OK, intéressante, mais va te suivre. pendant qu'on est là, as-tu des exemples? En fait, j'allais te demander des exemples de projets ou de types de projets, mais la prochaine question que j'aurais, c'est as-tu eu des projets dans lesquels ça n'a pas fonctionné, le projet de transformation, où l'entreprise a dû à réadopter le statu quo parce que ils ont mal choisi la technologie, ils ont mal mobilisé leur gens en interne. Mais ça, je pense qu'on va y aller dans un second temps. On va continuer sur la première question. Oui. OK. Fait qu'on va commencer avec des happy endings, là, des exemples de trucs qui se sont bien déroulés. Donc, il y a, par exemple, une compagnie qui prévoit une croissance importante, qui fonctionne avec un gros réseau de sous-traitance, que ce soit des services, des produits, des équipements, qui prévoit une hausse importante en production suite à des changements de marché, et puis là, qui nous contactent pour dire, ben, on voudrait revoir notre stratégie, comment on va évaluer la performance, comment on va structurer tout ça, un peu se challenger, puis comment est-ce qu'on place ça, puis qu'on se donne 6 mois, 1 an pour y arriver, mettre en place des nouvelles procédures qui vont pouvoir mieux adapter à la hausse, le volume. Ça, c'est un exemple d'un mandat qui est en cours, en fait. Donc, tout le volet, on a défini tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la stratégie, et là, on reste à l'appliquer dans le temps. Donc, ça, c'est un exemple de mandat. J'ai un autre mandat, c'est plus des opérations. En fait, là, c'est une entreprise, celui il est terminé. Donc, c'est une entreprise qui font réception, expédition, entreposage de produits dangereux. Avec une équipe qui est très stable, qui fonctionne bien. Il y a vraiment une belle ambiance dans l'entreprise, mais ce sont des gens qui travaillent là depuis 15 ans, 20 ans, qui ont commencé à travailler avec beaucoup des procédures papier. Et puis là, ils prévoient un changement. Ils font partie d'un grand groupe. Le grand groupe demande à ce qu'ils passent vers un ERP, donc des gros changements technologiques, un virage numérique, une transformation numérique qui s'en vient. Fait que le directeur des opérations il dit, ben moi, mon équipe, je veux déjà qu'ils commencent à être dans une réflexion d'optimiser les façons de travailler, commencer à rentrer un peu des outils un peu plus modernes, des réflexes différents, commencer à travailler sur des outils, des plateformes communes, ce genre de choses-là, puis revoir un peu les façons de faire. Puis là, on est vraiment dans optimiser la façon de travailler. Fait que c'est le même principe. Le principe de base reste le même. On se rend compte, on définit un peu c'est quoi les différents segments, les axes sur lesquels il faut travailler. On fait un plan de match en fonction des priorités, on place ça dans le temps. Ça, c'est deux exemples qui sont assez différents, mais en même temps, l'approche est la même. C'est tout le temps, on prend le temps de définir qu'est-ce qu'il faut faire, et puis c'est pas un sprint, puis après, nous, on part. Moi, j'aime bien travailler avec un accompagnement après, puis une implémentation graduelle de toutes les petites choses, puis le segmenter. Ça, c'est l'influence projet. Donc, un premier livrable, on s'assure que ça fonctionne. On en fait un deuxième, on s'assure que ça fonctionne. Puis à la fin, ben OK, c'est beau, tout est en place, ça fonctionne. C'est autonome. Le fait de ne pas être là puis de le faire en sprint, tu t'assures qu'il y a une certaine autonomie qui s'installe, que les gens s'approprient le projet. Donc, ça, c'est deux exemples de projets de transformation, d'implémentation d'une vision stratégique, d'une modernisation de la façon de faire. OK. Et pour enchaîner avec des exemples de projets qui se sont moins bien passés, ça n'a pas été des échecs nécessairement. Là. Ça a été plus long que prévu, peut-être. Oui, en fait, là, il y a différentes choses, mais souvent, pour réussir une transformation, pour réussir à implanter quelque chose de nouveau, ça prend le buy-in de la direction, ça prend le buy-in des gens qui sont décisionnels dans l'entreprise. Et lorsque ça, c'est pas bien aligné, et c'est là que des visions stratégiques, des comités de direction qui s'alignent et qui ont une vision commune de vers où on veut aller, lorsque ça, c'est pas fait, nous, on peut être appelé par un directeur qui a une vision. Mais si le reste de l'organisation n'est pas tout à fait aligné, ça pose des problèmes. Là, nous, on ne peut pas, il y a une limite à l'influence qu'on a dans une entreprise. Ça représente des enjeux. Dans les plus petites entreprises, c'est moins compliqué, ça arrive moins souvent parce qu'on a accès aux décideurs. Dans des grands groupes multinationaux, là, là, il peut y avoir des changements de priorité qui viennent d'une maison mère qui est outre-mer en Europe. Et là, ça peut, là, il y a des guerres d'influence des fois, il y a de la politique interne dans des grosses entreprises. Ça peut représenter des défis. Fait qu'il faut s'assurer dès le début de définir un projet dans le cadre de ça sur quoi on a une autorité, ça sur quoi on a le feu vert. Si ce n'est pas fait comme il faut, ça peut être plus compliqué. Oui, fait qu'il y a un bon alignement au niveau de l'exécutif, la direction, puis par la suite,
comment en fait, j'ai eu l'idée, j'ai compris un peu mieux ce que vous faites. Vous opérationnalisez des projets de transformation. Oui. Parce que ça passe souvent de l'exécutif. On a une belle vision, on veut s'en aller là dans 5 ans, mais après ça, comment on fait pour mettre en place ces changements-là puis s'assurer que le reste de la compagnie suive. Puis c'est ça qui est crucial, qui est primordial, qui va faire en sorte que ça fonctionne. Puis j'ai bien aimé l'approche parce qu'on a eu un webinaire récemment avec Jean Magny. Puis ce que Jean disait, c'est que ce qui tue en fait des projets de transformation numérique, c'est d'essayer de prendre des trop grosses bouchées à la fois. Puis c'est important de déconstruire un gros projet en plein de petits projets atteignables. Fait que quand on parle, par exemple, d'intégration d'un ERP, on déploie ça aux finances, ensuite on déploie ça aux achats, on déploie ça à la production, on déploie ça en ingénierie. Fait qu'on y va par étapes, puis chaque étape est pas mal plus réalisable, c'est pas mal plus concret pour les gens qui sont impliqués dans le day-to-day que d'y aller puis de dire on implante un système ERP, puis là, c'est par où qu'on commence, c'est quoi qu'on fait en premier. Fait que c'est super important dans tout projet de transformation, un peu, je pense, comme tu viens de le dire, d'être capable de déconstruire le projet puis de fixer c'est quoi la priorité, la première priorité sur laquelle on va se concentrer pour ensuite travailler sur la prochaine priorité marginale, puis ainsi de suite. On prend le temps de construire des bases qui sont solides, puis on bâtit sur des bases solides, tout faire en même temps, puis penser que ça va s'abîmer à la fin, c'est bonne chance. C'est très compliqué. Donc, il faut le segmenter, il faut y aller étape par étape. Je suis entièrement d'accord avec toi. Peut-être préciser, là, on parle beaucoup en fait, on parle beaucoup du volet des changements stratégiques. Chez Triode, c'est pas juste ça qu'on fait. En fait, le core business, il n'est pas là. C'est dans la gestion de projet, fait que c'est l'idée. Il y a des gens chez nous qui sont spécialisés, qui vont aider des comités de direction à justement faire des alignements stratégiques sur comment orienter, par exemple, la direction des portfolios de projets pour faire le développement de produits, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est des gens qui vont travailler vraiment avec les comités de direction sur comment structurer la vision qu'on parle. Quand on parle de vision à haut niveau dans une entreprise, sur comment organiser les priorités. Puis, moi, mon domaine de spécialisation, c'est une fois que ça s'est fait, comment est-ce qu'on l'implémente, comment est-ce qu'on le concrétise. Fait que je parle beaucoup de ça parce que c'est ce que moi, je fais au quotidien. Mais chez Triode, on est quand même une équipe, il y a des gens qui travaillent directement avec les hautes directions pour décider des orientations stratégiques et aider les entreprises à faire les bons choix. J'imagine que c'est... Oui, puis j'imagine que... Non, mes collègues ne m'aimeront pas si je fais juste parler de ce que moi je fais. Non, mais c'est ça. Puis j'imagine que vous avez vu l'opportunité avec votre accompagnement d'implémentation de projets de transformation en travaillant avec des entreprises qui devaient avoir de la difficulté à faire cette transition-là d'un concept stratégique à un projet opérationnel. C'est assez récent, là, le troisième volet que moi je m'occupe. Ça fait peut-être 1 an vraiment qu'on l'a officialisé comme étant un axe de l'entreprise. Ça faisait déjà un bout. Ce qui passait, c'est qu'on travaille avec des clients, il y a une relation de confiance qui s'établit. Et puis les clients disaient, écoute, c'est bien beau ça, mais je voudrais que tu m'aides à l'implanter. Fait qu'on le faisait, même si ce n'était pas officiellement, ça ne faisait pas partie de notre offre. Puis, on s'est dit, il y a un besoin parce qu'on nous le demande. Donc, on va l'officialiser, on va le structurer, on va s'organiser, on va s'outiller, on va investir dans développer cet axe-là. Mais le besoin est venu de demande, en fait. On s'est ajusté à des demandes clients. C'est comme ça que le insight, pour prendre un terme de développement de produit, donc le insight qui est un aperçu, mais ça je ne trouve pas aussi parlant en français. Désolé pour les puristes francophones qui vous écoutent. On est assez, je pense qu'on est assez flexible de nos jours, puis surtout dans l'industrie manufacturière où on travaille constamment avec 2 langages, là, principalement. Beaucoup de littérature dans le domaine qui est en anglais, et c'est difficile de ne pas garder les termes. Exact. Puis, parfait. Puis moi, une autre question que j'aurais de ton côté, c'est parce qu'on s'entend la gestion, une entreprise qui veut rester compétitive sur le long terme doit continuellement s'adapter aux changements, puis à des projets de transformation. Donc, toi, selon toi, c'est quoi les caractéristiques qu'une entreprise devrait avoir pour être capable de facilement s'adapter ou de toujours d'être capable en fait, de réaliser ces projets de changement, de transformation plus facilement? Des facteurs de succès, si on veut, là, pour... il y a 2 éléments là-dedans, en fait, parce qu'il faut avoir déjà une vision de vers où on veut s'en aller, puis c'est quoi il faut identifier les axes, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est important. Pour faire ça, je pense qu'il faut être à l'écoute
faut innover, il ne faut pas avoir peur de tester des choses, de prendre des chances. Et là, il faut faire attention dans la notion de prendre des chances. Là, je ne sais pas si vous connaissez le concept de prototypage rapide, mais ou tu connais peut-être le... Mais ça se fait aussi avec une transformation d'entreprise. Tu peux tester tes idées, tu peux aller voir, tu peux prendre le temps d'évaluer, puis tu dis peut-être qu'il faudrait aller dans cette direction-là, puis ça se teste. Tu peux le faire avec un petit segment de ton entreprise, voir si ça fait du sens, puis après ça, faire un move qui est plus gros, etc., etc. Mais il faut déjà déterminer une vision. Okay? Il faut que tu saches où tu t'en vas. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, puis tu t'en vas un peu partout sans stratégie, tu n'arriveras pas nulle part. Une fois que c'est fait, ça c'est le premier volet, une fois que c'est fait, ben c'est comme n'importe quel projet, ça se planifie. Il faut prendre le temps de réfléchir à c'est quoi qu'on veut faire, comment on veut le faire, pourquoi on le fait, de ne pas perdre le focus de c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre. Fait qu'il faut se réaligner à chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, ça devrait nous aider à atteindre cet objectif-là. Si ce n'est pas le cas, si c'est un nice to have ou tant qu'à faire, on va faire ça, là, ça devient flou. Puis c'est là qu'on perd le focus de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis il faut tout le temps réfléchir à pourquoi on fait ça. Mais comme je disais, il faut avoir une vision stratégique. C'est deux éléments distincts. OK. Fait que vraiment être capable de fixer une vision claire et non faire un changement parce qu'on veut faire un changement. Fait que, par exemple, moderniser son système, changer son système ERP. Pourquoi? Pour être plus productif, mais pourquoi? Puis penser parce qu'on veut se positionner dans un marché, on va aller chercher plus de parts de marché, on va augmenter notre chiffre d'affaires, on veut ça répond à un besoin. Je veux dire, tu construis un pont parce qu'il y a une rivière, tu ne construis pas un pont parce que c'est le fun de construire un pont. Tu arrives à une rivière et tu dis, ben là, ça nous prend une solution pour la traverser. La solution, c'est quoi? Ben, un radeau, un ci, un ça, tu évalues tout. Puis là, ben, tu arrives que tu dis, ben nous, c'est un pont. Ou un troisième lien, sans vouloir faire de la politique. Mais pourquoi on devrait traverser la rivière? Ça, c'est une autre bonne question. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de la rivière? Puis effectivement, ça, c'est la vision claire. Oui, on peut philosopher longtemps là-dessus. Là. Il peut y avoir plein de choses au bord de la rivière. Mais bon, ça se construit des ponts, il doit y avoir une bonne raison de traverser. Puis peut-être si je rephrase ma question en point plus concret, est-ce que toi, dans ton expérience, tu as vu qu'il a bien marché dans des entreprises? Parce qu'on parle beaucoup de gestion de changement, c'est être capable de mobiliser ces gens vers un objectif commun. Fait que j'imagine qu'il y a des entreprises avec une culture d'entreprise, des valeurs claires, des gens qui pensent de la même manière. Ça va beaucoup aider dans un projet de transformation. Est-ce que tu as d'autres exemples, tu as d'autres points qui vont être... C'est un couteau à double tranchant, ce que tu viens de mentionner. Parce qu'une entreprise qui fonctionne bien, tu sais, une équipe, ça fait 10 ans que les gens travaillent ensemble, sont habitués de travailler ensemble. Tout le monde trouve que ça va bien. Ce qui arrive, c'est qu'on perd, puis là, ça fait des équipes qui sont stables, qui restent quelque part un peu figées dans le temps. Et des fois, il ne faut pas avoir peur de brasser un peu les cartes. Et ça fait peur. C'est pour ça qu'il y a de la résistance au changement. Mais il faut se positionner la question de est-ce qu'on est vraiment optimum? Et c'est là que c'est intéressant d'aller chercher des idées nouvelles. Fait que des idées nouvelles, ça ne veut pas nécessairement dire être des consultants. Ça peut être d'aller chercher des gens qui viennent d'autres milieux, qui viennent dans notre entreprise. Si on le voit, il y a des entreprises où les gens sont heureux, les gens bougent moins. Les entreprises où les gens bougent moins, il y a moins de nouvelles idées qui rentrent. Et ça peut faire des entreprises qui stagnent un petit peu dans le temps. Fait que ça, c'est bien parce que ça fait des compagnies qui sont harmonieuses, des gens qui ont un fort sentiment d'appartenance, mais c'est un couteau à double tranchant parce qu'on peut avoir tendance à rester dans notre confort de ce qu'on est habitué de faire. Oui. Et ben, le monde change vite. Là, je veux dire, c'est un peu une phrase facile, là, c'est un peu un buzzword, mais c'est vrai. Donc, le monde change très vite, il faut s'adapter. La pandémie, c'est un excellent exemple on l'a vu, là, les entreprises qui ont des fortes capacités d'adaptation, qui ont la capacité d'innover, il y en a qui ont réussi à tirer profit des changements de la pandémie. Puis il y a des entreprises que ça allait bien, mais là, soudainement, c'était plus pareil. Puis oui, puis je pense que c'est un super de bon point. C'est aussi, je pense, de cultiver la valeur de l'innovation en interne. Oui. C'est pas juste le dire, c'est vraiment le faire. Fait que oui. Quand on prône qu'on fait des produits innovants, qu'on est innovant, mais c'est en cherchant toujours à s'améliorer, puis en s'améliorant avec des technologies, des manières innovantes, repenser ses processus, repenser ses manières de faire. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la mobilisation de ces gens, mais c'est plus les valeurs intrinsèques de l'entreprise puis de l'organisation. Oui. Souvent, tu vas être d'accord avec moi, ça part de la direction
des fondateurs, des directeurs généraux, des présidentes, directeurs généraux et directrices générales. Donc, l'innovation, on pense souvent, on associe souvent l'innovation au marketing, au développement de produits, mais un département d'administration, un département de support, de service à la clientèle, un département, tous les départements, toutes les fonctions dans une entreprise peuvent faire preuve d'innovation. Fait que l'innovation, c'est pas juste créer des produits pour les vendre. L'innovation, c'est aussi se challenger sur la façon de faire le volet administratif dans notre entreprise. C'est la façon de comment les équipes sont structurées, de ne pas avoir peur de penser des façons différentes. Fait que c'est innovation avec un grand I pour pas faire ceux qui connaissent l'amour avec un grand A. Super, je trouve ça super intéressant, Roch, parce que c'est rare qu'on parle, souvent on va plus s'approcher des sujets techniques sur de la transformation numérique, parler des KPI à atteindre, parler concrètement c'est quoi le projet qu'on fait, on améliore tel processus en intégrant telle technologie, mais ça revient, en fait, 100% du temps, ça revient aux gens qui vont être en arrière de l'ordinateur et qui vont utiliser la technologie. Tu parles des KPI, là, je sors de 2-3 mandats où est-ce qu'on a regardé justement là, des approches sur les KPI. La plupart du temps, les gens, quand on commence à parler de KPI, ils sortent tout de suite les KPI. Donc, c'est moi, j'aimerais savoir telle donnée, j'aimerais savoir telle donnée, j'aimerais savoir telle donnée. Puis là, la question qu'on pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? En quoi ça correspond aux objectifs de l'entreprise? En réalité, tu dois faire l'inverse. Tu vas dire, c'est quoi mes objectifs d'entreprise? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi les décisions que je vais être capable de prendre? Les actions que je veux faire? Puis c'est quoi les KPI qui vont me permettre de prendre ces décisions-là? Et encore là, c'est de parler avec les gens puis de ramener ça à des objectifs stratégiques d'entreprise. Mais les KPI, ça aussi, c'est un couteau à double tranchant. Parce que si on demande à quelqu'un qui aime sortir des chiffres de nous sortir des chiffres, des chiffres, on en a, mais qu'est-ce qu'on fait avec après, concrètement? Exact. Comment on convertit ça en action, en décision? Comment on oriente l'entreprise en fonction des chiffres qu'on a reçus? Faut regarder les bons, sinon ça devient étourdissant. Oui. Puis c'est un super de bon point. Puis tu sais, un KPI en tant que ça, c'est une coquille vide. Puis tant qu'il n'y a pas d'action qui suit le KPI, ça ne sert à rien de le mesurer parce que si tu ne cherches pas à l'améliorer, une KPI, on s'entend, c'est une coquille vide, c'est un chiffre qui est affiché dans un tableau de bord. Puis nous, en approvisionnement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de comment le département d'achat peut contribuer à atteindre, en fait, peut contribuer aux objectifs de l'entreprise. Puis souvent, tu sais, quand on veut augmenter ses ventes dans un segment de produits ou dans un segment de marché, bien, ce produit-là devient névralgique pour l'entreprise. Les approvisionnements, comment ils peuvent s'assurer, par exemple, de diminuer le risque d'approvisionnement pour certains composants. Fait que là, un KPI, ça pourrait d'avoir 100% de mes composantes ont 2 à 3 sources d'approvisionnement différentes en cas de rupture d'une source principale ou d'une source primaire. Fait qu'après ça, tu es capable de suivre l'évolution de ce KPI-là, puis à toutes les semaines, tu es capable de dire à ton équipe où on est rendu avec cette diminution de risque-là. Oui. Donc, là, effectivement, tu peux faire des choses intéressantes. Tu peux commencer à déterminer c'est quoi tes produits qui sont critiques, c'est quoi tes fournisseurs qui sont critiques, c'est quoi tes. Mais là, il y a des réflexions à faire sur. C'est ça. Mais c'est la démarche, c'est ça. Il faut prendre le temps de réfléchir, en fait. C'est pas compliqué. Il faut réfléchir, il faut tout le temps ramener ça à c'est quoi les objectifs, c'est quoi je vise, comment je vais faire pour l'atteindre, puis d'être capable de connecter tous ces morceaux-là. Parce que si tu demandes à quelqu'un, ben, OK, j'ai ces chiffres-là, ouais, c'est intéressant. Pourquoi? Ben, c'est le fun à savoir, mais tu fais quoi avec? Oui. Et, OK, la réflexion n'est pas poussée assez loin dans ce cas-ci, dans ces cas-là. Puis vous, autant, je pense, dans la portion gestion de projet que gestion d'implémentation de projets en fait, implémentation de projets de transformation, puis la gestion de projets de développement de produits, par exemple, que vous faites chez Triode. C'est quoi, par exemple, votre modus operandi quand vous rentrez dans une entreprise? C'est quoi les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour mener à terme ces projets-là? Là, je vais parler de l'approche que moi je préconise. Là, on essaie de standardiser nos façons de faire, mais comme je te disais, le type de mandat que je fais, moi, il n'est pas pareil nécessairement que tous mes collègues. Les étapes, moi, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Fait que la première étape, c'est bon, moi, j'ai un donneur d'ordre, un directeur, un gestionnaire qui a une vision, qui veut implanter sa vision. On prend le temps de définir c'est quoi sa vision. Fait que mais ça se fait assez vite. Donc, où est-ce que tu veux aller? C'est quoi les grandes lignes? Il y a une équipe qui doit aller dans ce sens-là. Dans les premières choses que je fais, moi, j'essaie de rencontrer individuellement les joueurs clés de l'équipe, soit les joueurs clés, soit toute l'équipe.
Ça dépend de la taille puis du budget qu'on a aussi. Et là, ça, c'est vraiment, ça me permet de faire deux choses. Là. Déjà, on place les pions. Les pions. Ça peut paraître péjoratif de dire ça, mais on prépare le terrain pour de la gestion de changement. Donc, on explique c'est quoi la démarche, pourquoi on fait la démarche. Puis après ça, on va chercher les inputs individuels. Fait que chaque personne a une vision. Puis là, à ce moment-là, c'est d'ouvrir grand les oreilles, puis d'écouter. Puis là, à partir de là, on commence à définir. Là, après ça, ça dépend de c'est quoi le projet. On définit exactement c'est quoi les requis. On ramène ça aux objectifs stratégiques de l'entreprise. On définit qu'est-ce qu'il y a à faire. Souvent, on va prioriser parce que dans ces exercices-là, on se ramasse tout le temps avec des listes d'épicerie de 25 trucs à faire, puis il faut prioriser. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, puis dans quel ordre qu'on le fait. Puis après ça, on place ça dans le temps, puis on avance avec les équipes, puis on intègre un après l'autre. Mais la démarche, c'est pas mal tout le temps ça. Puis j'aime beaucoup rencontrer individuellement les gens avant de faire des ateliers d'équipe ou des choses comme ça. Parce que tu es capable de voir c'est qui les influenceurs, les gens qui vont... Les irritants, les tensions qu'il peut y avoir, les non-dits, les choses que les gens savent mais qui ne communiquent pas nécessairement. Donc ça, c'est de réussir à aller écouter ça. Puis l'objectif, c'est pas de couillonner personne, excuse-moi l'expression, mais c'est vraiment de prendre le pouls de ce qui se passe. Moi, j'ai commencé, quand j'étais technicien, je travaillais à l'ingénierie dans une usine de meubles. Mais quand il y avait un problème, puis le directeur de production venait me voir et disait ça ne fonctionne pas, première chose que je fais, je m'en vais sur le plancher de production, je vais voir l'opérateur et je dis hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va faire exactement ce qu'il me dit comme feedback? Ça dépend. Des fois, ils ont exactement mettre le doigt sur le problème. Des fois, non. Des fois, il va me sortir un irritant qu'on n'avait pas réalisé dans les bureaux. Donc, c'est la base, c'est d'aller, encore une fois, c'est vers l'individu. Moi, j'aime bien, on parle de méthode de gestion du changement. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode ADKAR. Je ne sais pas si tu es familier avec l'acronyme ADKAR. Donc, c'est une méthode, c'est assez simple en fait. Là, il y a des étapes, mais dans les étapes clés, c'est la gestion du changement. On essaie de faire un changement pour un groupe, mais la clé pour que ça fonctionne, c'est de travailler avec les individus. Parce que la résistance au changement, c'est une émotion qui est individuelle, c'est pas collectif. C'est la crainte de chacun et l'individuel. Fait qu'il faut travailler avec les individus pour que collectivement, le groupe accepte le changement. Fait que c'est plus compliqué que ça, la méthode ADKAR. Il y a différentes étapes. Chaque lettre représente une étape. Je vous invite, si vous vous intéresse, à faire des recherches avec le merveilleux web. Mais c'est une approche qui est quand même très intéressante et qui est simple, en fait. Là. Quand on y pense, c'est pas si compliqué que ça. OK. Je vais me prendre une note parce que je trouve vraiment ça pertinent, ce que tu viens de dire. Je trouve c'est à la fois philosophique, mais à la fois extrêmement concret comme... Oui, philosophique, je ne sais pas, mais je suis certain que c'est une méthode qui existe, puis ils vendent des livres. Donc, j'ai sûrement des études qui ont été faites. C'est quoi l'acronyme? ADKAR. En réalité, c'est anglais encore une fois, mais le premier, c'est awareness. Donc, c'est d'aviser de pourquoi il y a un changement, d'expliquer avec transparence. Donc, il faut changer parce que. Donc, on explique le besoin, pourquoi il y a un changement. ADKAR. Le deuxième, c'est le desire. C'est de réussir à créer le désir du changement chez les individus. Et ça se passe au niveau individuel. C'est là que c'est intéressant de parler avec les gens, de dire, on s'en va vers là. C'est pas toujours, la pilule n'est pas toujours facile à avaler, là, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de le créer. Donc, créer le desire, le knowledge. Après, une fois qu'on a le désir, il faut donner la chance aux gens d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour faire face au changement. Donc, on parle de formation, etc., etc. Oui. ADKAR, l'autre, c'est acquire. Fait que c'est laisser le temps aux gens de se pratiquer, de l'assimiler. Donc, tu leur donnes pas le knowledge, puis allez-y. Il faut même encourager pendant le temps d'apprentissage, s'assurer que les gens ils l'intègrent comme il faut le changement. Puis le dernier, c'est reinforce. Fait que c'est le renforcement. Donc, c'est s'assurer. Il y a tout le temps une période après un changement de revenir aux anciennes habitudes. Fait qu'il faut rester à la fin. Puis c'est la carotte puis le bâton. Il n'y a pas de secret. On encourage les gens aux bonnes pratiques, puis on s'assure de contrôler pour pas que les mauvaises pratiques reviennent. Fait que c'est la méthode ADKAR, c'est juste ça. Mais en même temps, c'est tout ça. C'est ça. Puis dans l'opérationnalisation de cette technique-là, j'imagine qu'il y a beaucoup
tu gères l'humain. Des fois, il y a plusieurs parties prenantes dans un changement comme ça. Il peut y avoir une dizaine d'individus. Donc là, tu dois passer du temps avec chacun d'eux puis s'assurer que justement l'ensemble des personnes sont mobilisées vers un objectif commun. Si tu as affaire à un gros groupe, tu n'es pas obligé. Mettons, moi, je rentre, puis au total, il y a une équipe de 50 personnes. Je ne ferai pas 50 interviews individuelles. Par contre, je peux prendre 5-10 chefs d'équipe, les rencontrer, leur expliquer c'est quoi, puis leur demander de le faire eux avec leurs équipes, puis qu'ils remontent le feedback. Il y a des façons de travailler à l'individu, même quand c'est des grands groupes, en utilisant justement la structure en place. Okay. L'autre chose, peut-être aussi, il y a des gens qui sont spécialisés en méthode de gestion du changement. On voit ça dans les grands groupes, dans les grosses organisations. Nous, on est très dans l'action, fait qu'on fait pas je ne suis pas un spécialiste en gestion de changement. J'incorpore dans notre approche, j'ai tout le temps, moi, en tête, la gestion du changement, puis dans notre approche, on l'inclut, mais on ne va pas là pour faire de la formation sur la gestion de changement. On est là pour que le projet se réalise, qu'il s'accomplisse. Mais les principes qu'on utilise dans ce qu'on propose tiennent compte des principes de la gestion du changement. OK. Parce que tu as des gens qui sont spécialistes en gestion de changement dans des grosses organisations qui vont avoir uniquement ce rôle-là, puis qui vont dans des gros changements, des grosses transformations dans les entreprises. Tu vas avoir la personne que son mandat, c'est la gestion du changement. Anecdote, là, il y a certains secteurs d'activité où est-ce que la gestion du changement, c'est les révisions de dessin ou des trucs comme ça. Fait que là, nous, on parle vraiment dans un contexte de résistance de changement. Là, on n'est pas dans des changements d'ingénierie. Mais parce que le terme existe, utilisé d'une autre façon aussi dans le secteur manufacturier. Je me suis frotté à... J'ai été confronté à ça. J'étais dans un meeting, puis j'étais comme, ouais, mais il parle de gestion de changement, mais ça ne fait pas de sens. Ouais, non, c'est... le terme de gestion de changement pour autre chose, c'était des révisions de dessin. OK, ça, c'est plus simple à gérer, je pense, que de gérer c'est un autre défi. C'est encore drôle. Oui. Moi, je travaillais dans le secteur de c'est quoi ton produit? C'est assez... c'est gestion des révisions de dessin dans une structure d'avion. Oui, c'est ça. Ça dépend tout le temps c'est quoi ton produit. Là. Oui, c'est ça. Puis, si tu fais des dessins, c'est une chose. Si tu fais des sous-marins nucléaires, c'est... Oui. Ça me fait penser ce que tu expliquais au niveau de bien comprendre l'utilisateur final ou tes gens qui sont sur le plancher ou les gens qui vont vivre le changement. J'ai lu le livre d'Alain Bouchard. Je pense que plusieurs personnes ont dû le lire au Québec. Okay. Mais c'est un livre exceptionnel. Mais un des points qui ressort d'Alain, puis ce qui a contribué grandement à son succès, c'est que c'est une personne très, très de terrain. Fait que lui, quand il faisait une acquisition d'un nouveau dépanneur, bien, il allait visiter les gens dans les dépanneurs qu'il allait acquérir. Il parlait avec la caissière. Puis, il voyait un peu c'était quoi la configuration du dépanneur, puis il savait immédiatement en achetant la chaîne qu'est-ce qu'il allait être capable de générer comme rendement. Donc, puis encore aujourd'hui, il va visiter ces dépanneurs, il va visiter ces gens qui travaillent dans les dépanneurs pour bien comprendre c'est quoi les problématiques qu'ils vivent actuellement, y a-t-il des changements à apporter, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi leur perception de l'organisation. Fait que ça l'aide, lui, à la tête de son organisation, d'être capable de mener ou de leader ces projets de transformation-là. Ou de faire ressortir les problèmes de manière plus évidente. Puis très souvent, je pense que, puis je ne veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de personnes dans de grandes organisations où quand on dépasse un certain nombre d'employés, ça devient difficile de passer du temps dans la ligne de production, comprendre les gens terrain, passer du temps avec beaucoup de personnes dans son organisation, mais je pense que c'est essentiel pour comprendre qu'est-ce qui va mal dans l'organisation ou quelles sont les pistes d'amélioration. Puis bien entendu, pour encore une fois s'aligner avec les objectifs de l'organisation, si on parle de croissance, d'augmentation des ventes, comment justement... La solution pour régler les problèmes dans une entreprise, la plupart du temps, elle est déjà dans l'entreprise. C'est une question de faire remonter l'information, de s'arrimer, de réussir à se mettre d'accord, de s'entendre. Mais c'est rarement des enjeux techniques, c'est souvent des enjeux de communication, de perception. La plupart du temps, les connaissances nécessaires, les entreprises les ont déjà. Mais c'est un défi. Je dis ça comme si c'était facile. Même nous, à l'interne, on est une petite entreprise, puis on les vit, ces défis-là. On est 17. Puis des fois, on se dit vraiment, on est cordonnier mal chaussé. L'information se perd, on est juste 17. Fait que c'est oui, puis ça arrive chez Axia. Parce qu'il y a tellement une grosse quantité d'informations, puis je suis d'accord avec ton point de terrain,
Des fois, nous, on travaille beaucoup avec les départements d'approvisionnement. Puis quand tu vas voir les départements d'approvisionnement, ils se sont bâtis un outil quasiment comme Axia. Mais le gros point, c'est que c'est de l'information qui est mise manuellement dans le système puis qui ne se met pas à jour. Fait que là, tu dépends encore une fois de la personne qui doit mettre à jour l'information, mais l'ossature, le plan, l'information qui est nécessaire à regrouper dans l'outil ou dans une solution éventuelle, mais déjà là, est déjà centralisée puis déjà indiquée dans son fichier Excel. Donc, ces gens-là comprennent la réalité des problèmes qu'ils veulent régler, puis ont déjà essayé souvent de le régler à leur manière. Il reste juste de bien comprendre, cette problématique-là. C'est intéressant, je pense qu'on pourrait passer plusieurs heures à en parler. As-tu des conseils pour des entreprises autres que, bien entendu, faire affaire avec Triode, mais des entreprises qui vivent des gros changements et qui veulent peut-être garder ça à l'interne, soit parce que le changement n'est pas assez gros, fait que c'est des petits changements qu'ils essaient d'apporter au quotidien, ou qui n'ont pas nécessairement les ressources, le budget, puis qui veulent, qui veulent vivre ou mener à terme ces changements-là. Ça serait quoi tes conseils, toi, personnellement, que tu dirais à ces gestionnaires-là? Écoute, c'est une bonne question que tu me poses là, parce que chaque personne est unique. Là, fait que je ne sais pas si c'est un conseil qui va fonctionner pour tout le monde, mais du coup, moi, mon approche, puis après ça, les gens ils décideront si ça s'applique à eux ou pas. Réfléchir à pourquoi on fait les choses, prendre le temps de réfléchir à pourquoi on fait les choses, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on veut en retirer. C'est important de prendre le temps de réfléchir. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, il faut oublier un peu ces idées, mettre nos émotions de côté, oublier nos idées, puis essayer de se mettre dans la tête des autres. Comment l'autre voit ça. Puis de faire l'avocat du diable, puis de comprendre notre coéquipier, comprendre l'autre département, c'est quoi leur vision, c'est quoi leurs enjeux. Puis ça donne une perspective sur comment faire les choses, comment les approcher. Fait que prendre le temps de se mettre dans la tête de l'autre et prendre le temps d'essayer de synthétiser l'information. Puis là, ce que je veux dire par synthétiser, là, des fois, là, surtout dans les transformations, ça devient gros. Puis là, on liste. Puis là, on fait des gros tableaux, des grosses matrices, une liste de choses à faire. Puis c'est long, c'est pas facile, mais de prendre le temps d'essayer de synthétiser ça. Puis une fois qu'on a listé, qu'on a la grosse vision avec tout le détail, bien, y a-tu des groupes là-dedans qui ressortent? On peut-tu segmenter ça en étapes? On est-tu capable de regrouper ça dans une famille? On peut-tu? Et là, tu le ramènes comme un peu, moi, je me réfère souvent pour ceux qui sont, en tout cas, des examens d'université ou même des examens au cégep, où est-ce que tu avais 3 chapitres, tu avais le droit à une page de notes pour aller à l'examen. Mais l'exercice de faire la page, ça permet d'après ça d'avoir une vision de qu'est-ce qu'il y a d'important dans le projet. Puis quand on essaie de tout mémoriser le détail des chapitres, donc du projet au complet, on perd la vue d'ensemble, on perd c'est quoi l'objectif. Cet exercice-là, de ramener ça dans une vue synthèse, c'est pas facile, ça demande du temps. Souvent, on est dépassé par les opérations, mais prendre le temps, si vous avez le temps, si vous avez la chance de le faire, d'essayer de prendre un pas de recul puis de le simplifier, d'être capable, si vous êtes capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre, votre vision, vos grandes étapes, ça devrait prendre 15 minutes pour comprendre c'est quoi l'objectif. Si vous n'avez pas atteint ce niveau-là, le projet n'est pas assez maturé. Fait que c'est vraiment ça la clé. Parce qu'une fois que ça c'est fait, le reste, après, il y a plein de choses qui peuvent déraper, là, mais c'est une bonne base. Puis là, on voit ce qu'il y a d'important, puis on est capable d'avancer. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je ne sais pas si ça va répondre à nos éditeurs. Ouais, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Oui, comprendre pourquoi. Oui. Après ça, le deuxième point, c'était se mettre dans la tête de l'autre. L'autre étant un individu, mais ça peut être un département, ça peut être une entreprise, ça peut être un fournisseur, ça peut juste sortir. Se mettre dans la peau du fournisseur, oui. Puis de sortir à l'extérieur. Sortir dans le domaine des approvisionnements, de comprendre c'est quoi la réalité des fournisseurs. Ça ne veut pas dire d'être d'accord, mais jouer le jeu, c'est pas nécessairement jouer le jeu, d'être à sa place puis de comprendre sa réalité. Puis, pour après ça, avoir une meilleure compréhension globale de la situation. Là. Puis ça me fait penser, je trouve ça pertinent, puis je donne beaucoup d'exemples avec Axia parce que, bien entendu, c'est mon bien. J'ai bâti cette compagnie-là depuis 5 ans. Fait que, bien entendu, avec notre équipe, avec mes cofondateurs, Yacine, Félix, Karim.
Puis un des points qu'on a vu souvent dans l'adoption de technologies d'approvisionnement ou de plateformes d'approvisionnement de portail fournisseurs, par exemple, un des gros enjeux, c'est que les acheteurs ou les départements d'achat pensaient seulement à leur réalité à eux. Puis Oui. finalement, quand ils arrivaient pour leurs fournisseurs, en fait, implanter cette solution-là chez leurs fournisseurs, mais les fournisseurs ne voulaient pas l'utiliser. C'était trop compliqué. Il y avait un gap entre ce qu'eux pensaient que ça allait être pour le fournisseur et ce que le fournisseur vivait. Donc, nous, on a essayé de mettre ça au centre de nos opérations et d'adresser ce point-là en amont. Fait que faire sûr que les fournisseurs aient de la facilité à interagir avec les communications d'acheteurs, les dossiers d'acheteurs, par exemple, les demandes de prix, les suivis de commandes. Fait que simplifier vraiment ce processus-là. Puis, j'aime vraiment ton point synthétiser. Parce que des fois, c'est facile quand on part dans un projet de transformation, dans un projet de développement, dans un développement d'un nouveau produit, de faire des milliers de requis, puis de se perdre dans l'information, puis se perdre dans des rencontres. Mais à la fin de la journée, c'est quoi qui est prioritaire? Puis ça repose souvent sur quelques éléments clés et non 1000 éléments. Puis ça revient encore une fois au focus. Une entreprise ne peut pas se focuser sur 36 priorités. Ça doit tout le temps en avoir une, deux ou trois priorités pour des plans stratégiques. Donc, super. Puis, dans le fond, je vois qu'on arrive bientôt à une fin de ce podcast-là, mais j'aimerais ça parler un peu plus de Roch, l'individu. OK. Donc, Roch, puis je vais prendre j'écoute beaucoup le podcast d'Antoine Gagné, Hypercroissance, je trouve ça super intéressant. Il demande, as-tu des routines avant, pendant ou après le travail que tu intègres dans ton quotidien ou juste pour nous donner un peu plus de contexte sur toi, Roch, en tant que personne, c'est quoi qui te représente? Oh boy. Avant le travail, je prends un café. Pas mal, ça commence pas mal la journée, c'est de prendre un café. C'est pas tant de. Moi, je suis un kinesthésique. Fait que j'apprends en faisant les choses. Fait que faut que je bouge, faut que je dessine, faut que je schématise. Fait que c'est pas tant une routine. D'ailleurs, je déteste la routine, c'est pour ça que je suis consultant. Fait que je te dirais pas que j'ai une routine, que je fais tout le temps la même chose, c'est pas le cas. Par contre, j'ai souvent les mêmes outils que j'utilise si je brainstorm, je réfléchis à un client, à un enjeu, une problématique. Je bouge beaucoup, j'ai des immenses babillards. Je suis reconnu comme étant la personne qui dessine au bureau. Ouais, fait que moi, je peux faire du brainstorm avec des crayons de couleur puis de la musique dans mes oreilles puis de danser en réfléchissant à une problématique de client. Puis là, je l'intègre. Fait que ça, c'est peut-être un trait de caractère il n'y a pas beaucoup de gens chez nous qui dansent en travaillant. Peux-tu nous donner un exemple d'une danse? Non, je n'irai pas jusque-là. C'est pas, c'est loin d'être une carrière. C'est plus un hobby. Je fais ça. Sinon, pour décompresser, ce qui fonctionne, le sport ou la musique. Moi, je joue de la guitare. Encore une fois, je ne vendrai pas d'album. C'est pas très bon, moi, ce que je fais, mais moi, ça me détend. Ça me fait penser en fait, ça me permet de décrocher et parfois de régler des problèmes. Fait que des fois, il faut que j'oublie complètement ça sur quoi c'est ce qui me préoccupe ou le truc que j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus. Puis un peu de sport ou de la musique ou quelque chose qui fait que tu décroches pendant un certain temps. Puis, tu reviens. Puis là, on dirait que tu reviens avec un esprit frais, avec une nouvelle façon de voir les choses, puis ça permet de débloquer, puis ça permet d'avancer. Peut-être ça que je fais au niveau personnel là, qui me permet de trouver un équilibre dans tout ça. Là. Donc, sport, la musique. Oui, intéressant. Puis je suis d'accord avec toi. Quand tu fais du sport, moi, je fais beaucoup de courses à pied. Puis quand tu pars courir des longues distances, là, des demi-marathons, mais tu as 2 heures à penser, 1h45 à penser. Puis très souvent, ça te permet de déconstruire certains problèmes de ton quotidien. J'allais te demander, Roch, y a-tu un livre d'affaires? Puis s'il n'y a pas de livre d'affaires, peut-être un livre autre qu'un livre d'affaires que tu recommanderais à une personne de lire? Ou c'est quoi, en fait, ton livre préféré ou ton livre qui a marqué ton existence? Livre d'affaires, c'est le livre, je pense que c'est Stewart, le nom de famille de l'auteur, Getting More. J'ai pas le titre en français, je suis désolé. C'est un livre sur la négociation. Clairement, il y a ça. Puis sinon, il y avait, ça c'est plus tôt, là, quand j'ai commencé à travailler, le but. Là, tu es vraiment dans. Oui, j'ai bien entendu. Juste du génie manufacturier. J'ai commencé ma carrière comme ça. Fait que le but a été longtemps un livre sur lequel je me suis référé.
Puis Getting More, plus quand j'ai commencé à faire de l'international, puis commencer à utiliser, à gérer avec le changement. Les principes ADKAR que je te parle, j'ai bien aimé, mais ce n'est pas un livre que j'ai lu, c'est une brochure PDF de, je ne sais pas moi, 50-60 pages que j'ai trouvé pour expliquer le concept. Fait que je ne dirais pas que c'est un livre, mais c'est quand même utile, les concepts que j'ai trouvés là-dedans. Sinon, dans les livres personnels, là, il y en a plusieurs, mais j'ai bien aimé L'échiquier du mal. C'est un livre de l'auteur, Dan Simmons. J'ai lu aussi du Isaac Asimov, des trucs comme ça, un peu plus des romans historiques aussi. Mais là, on s'écarte encore une fois. Oui, exactement. Mais non, c'est bon à savoir, ça donne des fois des petits des idées de lecture aux gens. Puis bref, une question un peu, l'avant-dernière question, là. Qu'est-ce qui te motive chaque matin à sortir du lit puis à attaquer ta journée? C'est quoi ta source de motivation dans ton day-to-day chez Triode? Les gens. Moi, j'aime rencontrer du monde. Donc, ce que j'aime, c'est travailler. Puis après ça, régler des problèmes, régler des enjeux, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui à la fin, ça fonctionne. J'aime résoudre des puzzles. Puis là, ben, si je résous des puzzles pour des gens, fait que là, c'est encore mieux. Fait que c'est pas mal ça qui me motive le plus. Là, quand quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, puis tu réussis à aider, puis ça apporte un résultat concret, puis la personne, elle est satisfaite. Moi, ça me nourrit beaucoup. Puis le nouveau aussi, ça, c'est plus... moi, j'aime sortir de ma... J'aime sortir de ma zone de confort, mais pas tant sortir de ma zone de confort que de résoudre des nouveaux... comprendre quelque chose de nouveau, mais c'est pour ça que je voyageais, puis j'ai beaucoup voyagé, puis travaillé à l'international. Ça m'alimentait. Ça me motive. Là. Un nouveau mandat, rentrer dans une entreprise qui fabrique quelque chose que je ne connais pas. Je trouve ça excitant, je trouve ça le fun. Ça veut dire que je vais rencontrer des nouvelles personnes. Ça veut dire que je vais apprendre sur des nouveaux enjeux, une nouvelle façon de faire, des particularités sur lesquelles il va falloir, moi, je m'adapte, adapter notre approche. Ça, moi, j'aime ça. Fait que, c'est pour ça que j'aime mon travail, là, j'imagine. C'est une excellente motivation, effectivement. Puis je vois un lien entre justement ta motivation puis ta routine. Tu sais, t'aimes ça le changement, tantôt en blague, c'est pour ça que tu es consultant, mais tu es tout le temps exposé à des nouveaux problèmes, des nouvelles personnes, puis tu es tout le temps comment je dirais, tu es tout le temps en train d'utiliser le meilleur de tes capacités, de tes compétences pour aider les gens. Si on veut. Le meilleur. J'ai des moments plus forts, mais j'essaie. Puis Roch, peut-être dernier petit commentaire avant qu'on clôt le podcast. Y a-tu des pensées que tu aimerais partager, des citations ou nous faire même une petite danse peut-être? Non, une danse, non. Je ne me rappelle jamais exactement c'est quoi les mots, mais il y a une citation qui est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Je dois massacrer le truc, mais d'être bien, je pense qu'il a dit ça. C'est donc quelque chose qui est bien réfléchi, qui est bien structuré et facile à expliquer. Puis quand on a de la difficulté à expliquer quelque chose, c'est parce que c'est pas assez bien réfléchi. Puis là, je massacre tout le temps la citation, mais c'est un principe que j'aime beaucoup. Puis je crois que au primaire, je pense. Pardon? Je sais exactement la citation que tu parles, je l'ai au bout de la langue. Bien, sur notre site web, dans le profil, sur notre site web, on a des profils qui présentent mes collègues là, et moi. Puis j'ai ma citation préférée. Et là, il y a la bonne référence avec la bonne citation, que je ne me rappelle jamais, mais c'est ça. Je pense que c'est ce qui se conçoit bien s'annonce clairement ou quelque chose comme ça. OK. Je vais essayer d'aller. C'est un principe dans la vie et dans le travail que j'aime beaucoup. OK. Ah, je l'ai là juste ici. Whatever is well conceived is clearly. OK, je l'ai en anglais. Je vais me mettre en français. Je suis initialement plus francophone. Que mon compte soit bien, s'énonce clairement. Ah, mais c'était pas loin. Oui, c'est quand même bon. C'est des biens, quelque chose des biens, là, le gars qui a sorti. Exact, de Nicolas Boileau. Donc, un Nicolas, j'imagine qu'il y avait de la suite dans les idées. Oui, c'est sûrement ça. C'est sûrement pas Nicolas. Donc, Roch, un gros merci pour ton temps aujourd'hui. C'est vraiment agréable comme discussion.
J'aurais passé encore une fois 2-3 heures à en discuter, mais ça, on fera ça dans un meeting à l'extérieur du podcast. Donc, un gros merci pour ton temps. Puis à tout le monde qui nous écoute, là, restez à l'affût là, des prochains épisodes là, du Data Driven Supply Chain podcast. Puis on se voit très bientôt dans un autre épisode. Merci beaucoup à toi pour. Salut!